et Alain nous a rejoint. Bonjour, bonjour Alain, bienvenue dans les 21h. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va, un peu enrhumé, mais je vais essayer quand même de tenir la distance. Écoute, on compte sur toi pour, Merci. on est ensemble pendant 1 heure environ, jusqu'à 17h, après quoi ça sera donc François Carnino de L214 qui viendra nous parler du lien entre non-violence et alimentation. Mais d'abord, on a plein de sujets à aborder ensemble, Alain. Déjà, comme c'est marqué sur ta petite étiquette, tu es cofondateur et administrateur du Centre de ressources pour la non-violence de Midi-Pyrénées. Est-ce que tu peux du coup te présenter puis nous présenter cette association? Oui, le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées a été créé en 2003. L'année prochaine, nous fêterons nos 20 ans. Ça sera en septembre 2023. Ce qui est assez original dans la genèse de ce centre de ressources, c'est que tout est parti d'une action citoyenne, d'une action non violente de citoyens de la ville de Colomiers. Colomiers, c'est dans la Haute-Garonne, près de Toulouse, une ville de 40 000 habitants. Et dans cette ville, des citoyens se sont mobilisés en mars 2003 par rapport à la guerre en Irak. On était à quelques semaines du début de la guerre. Il y avait un mouvement international d'opposition à ces projets de guerre. Et à Colomiers, des citoyens ont lancé une action sous la forme d'une heure de silence pour la paix, qui a démarré avec une quinzaine de personnes qui se postaient dans l'allée centrale piétonne et commerçante de la ville, avec des panneaux, restant silencieux pendant plus d'une heure. Et au fil des samedis, puisque cette action était hebdomadaire, le nombre de personnes participant à cette action n'a cessé d'augmenter. Il y a eu jusqu'à plus de 80 personnes participant à cette action silencieuse. Et, euh, et ensuite, après le déclenchement de la guerre, il y a eu l'organisation d'une grande chaîne humaine qui a réuni plus de 350 personnes, ce qui est assez considérable pour une ville comme Colomiers, qui a Ouais. réalisé une grande chaîne humaine et une grande colombe sur la place de l'hôtel de ville. Nous le verrons une photo dans le document qui sera projeté tout à l'heure. Et donc, c'est toute la dynamique de cette action non violente de citoyens columérins qui a fait que beaucoup de gens, une fois que les mobilisations se sont un peu tassées, ont souhaité continuer à se revoir, à réfléchir et à se dire, eh bien, on a été marqué par cette action, on a été sensibilisé, on voudrait en savoir plus sur la non-violence. Et d'où l'idée qui a germé dans ce groupe de créer un centre de ressources sur la non-violence. Et c'est ainsi que a commencé un peu l'histoire de cette association. Très rapidement, on a trouvé un local grâce à un bailleur social de la ville qui nous a donc prêté un local situé près du lycée international de Colomiers, dans lequel on a pu très rapidement installer une bibliothèque, organiser des réunions, des formations, des rencontres. Et voilà, petit à petit, le centre a pris son envol au pays de la colombe, hein, puisque colombier, ça signifie colombe, d'où l'importance de l'image de la colombe au mois d'avril 2003 qui a été dessinée sur cette place de l'hôtel de ville. Et donc, voilà, le centre de ressources existe depuis 20 ans. Il a connu des hauts, des très hauts même. Et puis maintenant, il est un peu plus dans le bas suite aux épisodes du Covid. On est un peu dans le reflux, mais voilà, il y a toujours des personnes déterminées pour maintenir la barre. Et j'en dirai évidemment un petit peu plus tout à l'heure. Ouais, je peux il y a une petite vidéo qui montre en 1 minute un peu les premières actions du CRNV. On peut la regarder, puis ensuite tu pourras nous dire un peu Alors, les actions actuelles. Ouais. cette vidéo, en fait, c'est un hommage aux citoyens pour la paix, le réseau citoyen pour la paix qui s'était mobilisé pendant la guerre en Irak. Et c'est de ce réseau-là qu'est né le centre de ressources sur la non-violence, puisque une fois que le centre de ressources a été créé, le réseau lui-même, Citoyen pour la paix, a poursuivi son action sous la forme d'une heure de silence pour la non-violence 1 fois par mois.
Et ensuite, le réseau s'est connecté au cercle de silence fondé par le frère franciscain Alain Richard à Toulouse et a continué son action sous la forme de cercles de silence en solidarité avec les migrants, avec les sans-papiers qui sont détenus dans un centre de rétention à proximité de Colomiers. Et donc, on a voulu faire ce petit document très amateur, évidemment, mais voilà, qui permet de resituer un petit peu le climat du début du centre de ressources et rendre hommage à ces citoyens columériens qui continuent encore aujourd'hui, une fois par mois, à se retrouver en cercle de silence, donc le samedi à 11 heures sur une place qui est la place Gandhi. Parfait. Et ben écoute, on va voir quelques images de ça, puis on en reparle juste après. En mars 2003, des citoyens de Colomiers se mobilisent pour protester contre la menace de guerre en Irak. Chaque samedi, à 11 heures, le réseau Citoyens pour la paix anime une action non violente sous la forme d'une heure de silence pour une paix juste et durable. Le 16 avril 2003, 350 personnes forment une immense colombe humaine sur la place de l'Hôtel de Ville. La dynamique créée par cette action citoyenne impulse la création du Centre de ressources sur la non-violence qui naît en septembre 2003. Quelques années plus tard, en partenariat avec la mairie, un parcours de la non-violence voit le jour dans l'allée du plein centre. Des citations sur la non-violence sont offertes à la lecture des passants. Le parcours est inauguré en avril 2008 en présence de Rajagopal, l'héritier de Gandhi, défenseur des paysans indiens. Depuis 2008, le réseau citoyen pour la paix reste mobilisé. Et voilà, donc on a vu un peu des images de ces premières actions sur la fondation du CRNV. Et donc, tu le disais maintenant, l'une des actions que mène le CRNV, c'est ces moments de silence contre le centre de rétention administrative. Alors ça, c'est le réseau Citoyen pour la paix, hein, qui est D'accord. indépendant du centre de ressources. Donc, ce réseau continue à faire ses actions non violentes mensuelles. Le centre de ressources, lui, est indépendant malgré tout du réseau. Hein, c'est une association, le centre de ressources. Et donc, on est organisé en quatre pôles, hein. Il y a un pôle documentation, avec la mise à disposition de nombreux livres, documents, revues sur la non-violence dans notre local. D'accord. Il y a ensuite un pôle formation qui s'est beaucoup développé durant toutes ces années, qui organise des formations sur site, donc à la demande d'institutions, d'établissements scolaires, d'associations, mais aussi des formations dites programmées, où on accueille dans notre local des personnes qui viennent se former à l'écoute, à la communication relationnelle, à la non-violence, à différentes thématiques autour de la non-violence. On a un pôle plus pédagogique où là, on développe des instruments, des outils qui vont servir plus particulièrement aux enseignants, aux éducateurs. On a créé une mallette pédagogique pour les enseignants. On a développé aussi un certain nombre de jeux coopératifs avec des animations jeux coopératifs qui accueillent des familles, notamment le samedi matin, qui viennent jouer donc en famille pour découvrir ces jeux coopératifs. Et on a encore un pôle réflexion, communication qui édite une collection, des brochures dans une collection qui s'appelle Culture de non-violence. Je ne sais pas si en partageant mon écran, je peux montrer quelques images. Alors, on va essayer de faire la bascule. Voilà, je vais juste... Vas-y. Donc, je partage. Vas-y, normalement, ça marche. Tu peux partager. Voilà. Super. Donc voilà, ça c'est la première brochure que nous avons éditée
lorsque nous avons ouvert le local du centre de ressources en février 2004, il y a eu une grande inauguration en présence d'élus, de nombreux citoyens. Et à cette occasion, on a édité notre première brochure qui est donc un texte écrit par notre ami Jean-Marie Muller, qui fait partie des parrains qui parrainent donc notre association. D'accord. Alors, je ne sais pas si je peux passer. Si, voilà. Ensuite, un an plus tard, on a réalisé cette brochure Découvrir la non-violence, qui avait vraiment vocation pour un public profane, on va dire, avec des textes écrits de façon claire, pédagogique, avec des citations, avec des dessins. On a utilisé notamment des dessins réalisés par l'exposition de Non-Violence 21, Dessine-moi la non-violence, si je me souviens bien. D'ailleurs, le dessin de la couverture en fait partie. Et donc, cette brochure a été un beau succès. Une troisième brochure que j'ai écrite concerne donc un des fondateurs de la désobéissance civile, un des précurseurs, donc Henri David Thoreau, avec une belle faute d'orthographe sur le prénom, mais vous la trouverez si vous regardez bien. Et donc, cette brochure a permis, on est en 2006, on ne parlait pas trop encore de désobéissance civile, mais elle a permis quand même aussi de diffuser la pensée de ce poète américain. Une quatrième brochure qui est une sélection de textes de Jean-Marie Muller. Là, nous sommes dans les années 2006-2007, notamment des textes qui proviennent de ses contributions au Forum social mondial de Porto Alegre et d'autres textes aussi qu'il a écrits en lien avec ses séjours au Liban. Donc, ça donne un panel de textes très éclectique et d'actualité. Ensuite, il y a eu, à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de Gandhi, cette brochure sur Gandhi, sage et stratège de la non-violence, avec des textes de Gandhi, mais aussi des analyses. Alors, la brochure suivante n'y est pas. C'est une brochure qui présente les conférences du festival Camino Agir pour la non-violence. Donc ça fait partie des grandes initiatives auxquelles nous avons participé. Donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et enfin, la dernière brochure qui nous permettra donc d'évoquer tout à l'heure aussi Jean-Marie Muller, donc, qui est sorti il y a quelques semaines. Jean-Marie Muller, penseur et acteur de la non-violence. Voilà. Pour les brochures de notre collection, voilà, c'est une collection qui s'appelle Culture de non-violence. D'accord. Et on peut les trouver où, ces brochures, sur le site du Alors, on CRNV? peut les trouver directement en les commandant au centre de ressources. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Ouais. Voilà. Ainsi que le site. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du centre de ressources. Et donc, je disais qu'on a initié ou on a participé à des événements quand même importants, notamment le festival Camino Agir pour la non-violence qui a eu lieu en 2006 et en 2009 à Tournefeuille, une commune voisine de Colomiers. Et donc, ce festival a permis de réunir un grand nombre d'associations pour des rencontres qui ont eu lieu pendant 3 jours, qui associaient des établissements scolaires, des associations, des institutions, en vue de promouvoir donc la non-violence sous différentes formes, que ce soit des expositions, des conférences, des spectacles réalisés par des établissements scolaires. Il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont participé à ce festival. Et donc, la brochure dont je parlais tout à l'heure rend compte de ce qui s'est dit et passé pendant ce festival. Voilà, c'est une initiative un peu unique qui était peut-être par les thématiques aussi qu'elle développait, préfiguratives des camps climat ou des camps Alternativa qui se sont produits quelques années plus tard. En tout cas, maintenant, avec le recul, c'est un petit peu comme ça que je l'analyse.
Donc, ça fait 3 fois qu'on parle des camps climat. Là, je pense que c'est vraiment the place to be. N'hésitez pas à y aller cet été. Puis vous aurez une pensée pour Alain quand vous serez là-bas. Euh, on peut peut-être parler de votre dernière brochure justement sur Jean-Marie Muller, parce que c'est quand même une personnalité qui, j'ai l'impression, quand même pas mal structurée aussi déjà la non-violence en France et du coup un peu le CRNV, puisqu'il était là à l'inauguration. Vous avez fait des brochures issues de ses textes et puis une brochure en hommage à lui. Euh, Est-ce que tu veux un peu nous parler de cet homme et de ce qu'il a apporté à la non-violence en France et Oui, dans le monde? ben, Jean-Marie Muller, bon, je pense que beaucoup connaissent au moins son nom. Il est décédé il y a quelques mois. Hein, on va fêter l'anniversaire de son décès dans quelques jours. Il a consacré, on peut dire, il a consacré sa vie à la non-violence, à la fois par le militantisme, par l'action, mais aussi par l'écriture. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est un penseur et un acteur de la non-violence. C'est pour ça que nous avons choisi ce titre-là pour notre brochure. Donc, Jean-Marie Muller, il est l'auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages sur la philosophie de la non-violence, mais aussi sur la stratégie de l'action non-violente. Ces ouvrages constituent une œuvre incomparable pour découvrir la non-violence. Je crois que le grand travail de Jean-Marie, ça a été non seulement d'approfondir, de rechercher, d'approfondir la véritable signification de la non-violence dans toutes ses dimensions, mais aussi de la rendre accessible par des écrits qui sont extrêmement pédagogiques finalement, même si ce sont des écrits souvent d'ordre philosophique, mais pas que. En tout cas, il a permis de rendre accessible et clair cette notion si controversée de non-violence. Je crois que voilà, on a là encore des ressources à travers son œuvre qui reste à découvrir. Bon, Jean-Marie Muller n'était pas qu'un écrivain, hein, il était un acteur, un militant. Hein, il s'est fait connaître d'ailleurs à la fin des années 60 par une action non violente de renvoi de papiers militaires qui a occasionné un procès, qui a eu un grand retentissement à l'époque en faveur de l'objection de conscience. Il s'est beaucoup impliqué pour reconnaître le droit à l'objection de conscience en France, notamment avec le mouvement pour une alternative non violente. Donc, il est l'un des fondateurs de ce mouvement. Et la particularité du MAN, et c'était une volonté forte de Jean-Marie Muller, c'était de faire en sorte que la non-violence puisse s'inscrire sur le terrain politique, sur le terrain social, et de bien montrer que ce n'était pas seulement une démarche individuelle, personnelle, mais que ça pouvait s'inscrire dans un cadre collectif, un mouvement collectif, et qu'elle pouvait avoir une prise sur les événements. Et donc, dans le cadre du MAN, eh bien, Jean-Marie Muller a participé à de nombreuses actions. L'un des sujets qui lui tenait à cœur, c'était la question du nucléaire militaire, la contestation de la dissuasion nucléaire, qui en France reste un sujet encore totalement ignoré, totalement tabou. On n'en parle pas. Et donc, dans ses écrits, dans ses actions, voilà, avec le MAN et d'autres associations, eh bien, il a contribué à maintenir une action forte sur cette question-là. Je sais, Pardon. pardon, j'allais dire, oui, je sais qu'il a aussi mené à l'engagement dans la non-violence de pas mal de personnes, peut-être notamment sur la génération précédente de non-violents. Il y en a pas mal qui sont venus après avoir lu des livres de Jean-Marie Muller et en plus qui ont été traduits dans beaucoup de langues. Je sais que tu, tu, tu parlais une fois que sa traduction en polonais avait eu notamment pas mal d'impact, je crois.
sur la Révolution. Oui, alors effectivement, tu as raison de rappeler que parmi ces ouvrages, beaucoup ont été traduits à l'étranger. Tout à l'heure, on a entendu Ugarit Yunan de l'Université académique de la non-violence du Liban. Jean-Marie est allé régulièrement au Liban. Il a accompagné la création, la fondation de cette université. Et donc, l'université a traduit de nombreux ouvrages de Jean-Marie, que ce soit le dictionnaire de la non-violence, la stratégie de l'action non-violente et bien d'autres, et a diffusé dans tout le monde arabe depuis le début des années 2000, on va dire, ces ouvrages. Et quelque part, je dis bien, ils ont joué aussi leur rôle, ils ont eu un impact dans les mobilisations qui se sont déroulées dans les années 2011 dans les pays arabes. Et puis, il y a ce livre, effectivement, Stratégie de l'action non violente, qui est paru en 1972, qui a été traduit en polonais dans les années 80 et qui est devenu le manuel de base de la résistance civile en Pologne. Jean-Marie Muller a d'ailleurs effectué plusieurs voyages dans les années 86-87. Il a rencontré la plupart des leaders de l'opposition démocratique en Pologne, qui étaient dans une clandestinité ou une semi-clandestinité à l'époque. Et donc cet ouvrage-là a eu aussi un impact puisqu'il est considéré encore même aujourd'hui, cet ouvrage, comme le manuel de référence de la stratégie de l'action non violente, même si beaucoup d'exemples évidemment sont datés, mais sur les principes et les méthodes de l'action non violente, sur l'organisation de la stratégie, il reste encore très, très, très pertinent. Ouais, et je pense que c'est vrai qu'il a écrit donc plus de 40 ouvrages, et c'est vrai que moi-même, je ne me suis pas encore plongé dedans, mais c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, parce que je pense qu'il a, Oui, il a... vas-y, oui, pardon. Oui, non, mais enfin, c'est vrai que depuis que je n'avais pas trop entendu parler avant d'arriver chez Non-Violence 21, je dois admettre, et c'est vrai que depuis, j'ai quand même l'impression qu'il a pas mal, il a eu beaucoup d'influence justement sur la forme qu'a la non-violence aujourd'hui en France et plus largement même que la France. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de la quantité et des milliers de pages qu'il a écrites, effectivement, c'est plus de 36 ouvrages, une dizaine de brochures. Donc, c'est une œuvre qui est toujours disponible, qui est toujours accessible. Il a véritablement contribué à apporter des clarifications, je dirais, essentielles et quasiment définitive sur la non-violence, la signification de la non-violence. Et donc, je crois qu'on n'en aura jamais fini non seulement de découvrir l'œuvre de Jean-Marie Muller, mais surtout de clarifier et de préciser ce qu'est la non-violence et ce qu'elle n'est pas. Nous sommes, comme il le disait d'ailleurs, dominés dans une société dominée par une culture de la violence. Et donc, dans cette culture-là, la non-violence a très peu de place. Et donc, il nous appartient de continuer à résister, je veux dire, sur le plan philosophique, idéologique, culturel, pour faire valoir les potentialités de la non-violence et de l'action non-violente. Ça sera toujours un combat. Ça ne sera jamais quelque chose comme ça qui, à moins que des événements dont nous ignorons encore la portée surviennent et qui feraient que nous basculerions dans une société dominée par la culture de la non-violence, ce que l'on ne peut que souhaiter et qui est notre idéal commun certainement à tous, eh bien, je crois qu'on n'aura jamais fini de continuer à expliquer, clarifier ce qu'est la non-violence. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose de très important parce que pour Jean-Marie Muller, la non-violence, ce n'était pas quelque chose que l'on découvre dans les livres, même si il est important, je pense, de lire aussi. Et ça, je crois que c'est au contact de César Chavez, ce leader des Chicanos aux États-Unis, qui avait organisé des luttes, des grèves
pour faire valoir les droits des Chicanos, eh bien, il avait appris que c'était dans la lutte, c'était dans l'action que l'on pouvait découvrir toute la force de la non-violence. Et donc, on peut dire aux sceptiques, à ceux qui ont toujours quelque chose à redire sur la non-violence, eh bien, engagez-vous, agissez, voyez par vous-même, faites l'expérience de l'action non-violente. Et je crois que c'est par l'expérience de l'action non-violente qu'on peut véritablement comprendre et découvrir toute la force de la philosophie de la non-violence. Ça, c'est un message qui est très, très fort dans les écrits de Jean-Marie. On le définit comme un philosophe, mais lui-même disait le philosophe ne peut pas ne pas être un acteur, un militant, si l'on veut prendre au sérieux ses écrits. Ouais, de mêler la pratique au théorique. Il y a dans le chat, il y a Yves Ardourel qui nous dit que Jean-Marie était un acteur important pour soutenir les objecteurs de conscience, les jeunes qui refusaient le service militaire dans les années 70. Et il y a Étienne Godino qui demande à ce que tu parles de ton livre sur la non-violence à paraître en 2023. Ah, c'est très gentil. Bon, d'abord, je vais parler de Jean-Marie Muller. Alors, oui, alors, le soutien aux objecteurs de conscience, ça a été effectivement quelque chose de très important. Il faut savoir qu'il y avait une loi qui datait de 1963 qui permettait, mais assez difficilement, d'obtenir un statut pour ne pas faire le service militaire, mais beaucoup d'objecteurs de conscience ne l'obtenaient pas, ce statut. Et il a fallu des luttes, il a fallu des campagnes, notamment menées par le MAN et d'autres, pour faire en sorte qu'il y ait une loi qui légalise réellement le droit à l'objection de conscience à l'époque où donc il y avait encore le service militaire. Et donc cette loi est advenue en 1983. Mais avant que cette loi dont j'ai bénéficié par ailleurs, puisque j'ai été objecteur de conscience entre 1985 et 1987, mais avant que cette loi n'existe, avant 1983, beaucoup d'objecteurs étaient insoumis, n'obtenaient pas le statut, et donc certains passaient en procès ou risquaient de passer en procès. Je pense que François Marchand, qui est à côté de toi ou pas très loin, pourrait en dire quelque chose. Ouais. Et donc, des procès d'objecteurs de conscience étaient une tribune aussi pour faire valoir toute la signification déjà de l'objection de conscience. Dans les années 70, ce n'était pas forcément quelque chose de bien évident à expliquer. Celui qui ne faisait pas son service militaire, c'était quelque part un mauvais citoyen. Et donc, Jean-Marie Muller était présent, a témoigné souvent en faveur des objecteurs de conscience, mais aussi, il avait aussi à cœur de dire que l'objecteur de conscience était aussi quelqu'un qui se préoccupait des questions de défense. Certes, l'objecteur ne voulait pas cautionner un système militaire, il ne voulait pas cautionner par sa participation à la course aux armements, à la dissuasion nucléaire, mais pour autant, l'objecteur de conscience s'intéresse aussi à des alternatives à la défense militaire, ce que l'on appelle généralement la défense civile non violente. Et donc, beaucoup d'objecteurs de conscience, et Jean-Marie a beaucoup écrit sur ces questions, travailler sur des alternatives à la défense militaire pour montrer, en s'appuyant sur des exemples de résistance civile, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans le bloc communiste, comment on pouvait, à l'échelle d'un pays, organiser une défense nationale basée sur les méthodes de l'action non violente. Bon, Jean-Marie Muller a écrit plusieurs ouvrages sur cette question. Il a participé à la création, avec François Marchand, notamment de l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits, qui lui-même, institut, avait des contacts avec le secrétariat général de la Défense nationale, qui a permis la réalisation d'une étude tout à fait officielle sur la défense civile non violente, étude qui s'appelle la dissuasion civile. Et donc, cette étude reste encore en France l'ouvrage de référence pour organiser
une résistance non violente en cas d'invasion, d'occupation du territoire. Alors, pendant quelques années, après la chute du mur de Berlin, ces options-là étaient devenues un peu obsolètes, mais on se rend compte qu'avec la guerre en Ukraine, l'occupation, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bon, finalement, les hypothèses d'avant 90 pourraient peut-être être réactivées. Et donc, voilà, tout ça pour dire que l'objecteur de conscience, certes, il refuse de faire le service militaire, mais ce n'est pas un irresponsable, c'est aussi quelqu'un qui cherche par d'autres méthodes à défendre, son territoire, la cité, la démocratie, etc. Ouais, puis c'est très intéressant ces notions de défense civile non violente, puisqu'on en parlait du coup avant-hier avec Anna Penprat de Non-Violent Peace Force sur l'Ukraine. Et c'est vrai que l'idée, c'est que une fois que le conflit armé est présent, il est un peu tard pour commencer à former la population à faire de la défense civile non violente. Et c'est vraiment des choses qui doivent aussi s'enseigner de manière générale, parce on l'a vu, on ne sait vraiment jamais quand va éclater un conflit. Et il faut que la population soit formée à ce moment-là pour intervenir. Donc, Le problème, c'est, d'ailleurs, Jean-Marie insistait beaucoup sur ce point-là, c'est que nos sociétés n'investissent pas dans la non-violence, investissent beaucoup dans les armes, dans les armements. Et donc, quand il y a une menace ou quand il y a une invasion, eh bien, quels sont les outils à disposition des États pour se défendre? Eh bien, il n'y a que les armes parce qu'on n'a investi que dans les armes. On n'investit pas dans d'autres possibilités de résistance dites civiles ou non violentes, et ce qui fait que la population, bien souvent, est démunie. Quand on dit qu'il s'agit de se défendre, bien, oui, il est important de défendre sa communauté, son pays, son territoire, mais à partir du moment où il n'y a que des armes à disposition, eh bien, la population soit rejoint les troupes combattantes, soit fuit, soit se protège comme elle peut. Mais l'alternative d'une autre façon de résister qui pourrait, alors il s'agit d'être prudent évidemment, il faudrait écouter les Ukrainiens qui agissent dans cette voie-là pour comprendre ce qu'il est réellement possible de faire quand un pays est bombardé, quand un pays est occupé. Mais nous avons, nous, l'exemple comment dire, assez parlant de l'occupation de notre pays en 1940 par les troupes nazies. La ligne Maginot a été contournée et la population s'est retrouvée complètement démunie, alors que des possibilités de résistance civile auraient pu être prévues, préparées. Elles se sont développées un petit peu après. Là, je renvoie au livre fameux de Jacques Semelin, Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe, 1939-1943, qui est un livre absolument remarquable et qui permet de découvrir, je dis bien de découvrir, toutes les formes de résistance civile sous l'occupation allemande partout en Europe. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire. L'histoire a été ce qu'elle a été. Le continent européen a été libéré aussi par le débarquement américain, par les armes donc, mais il n'empêche que l'occupant allemand a rencontré de grandes difficultés quand il a été confronté à des formes de résistance non violente de la population. Et il y a eu même des victoires, on peut le dire. Et donc, sur la base de ces exemples-là, dans les années 60, 70, 80, eh bien, des études ont commencé à être produites pour essayer d'organiser comment une nation, un pays pourrait se défendre par la résistance civile non violente. merci. Et c'est vrai que tu parlais de Jacques Semelin. Hier, il y a Célia Grincourt qui nous a donné un lien pour écouter son dernier podcast, qui est justement avec Jacques Semelin. On va le remettre dans le chat, mais c'est vrai que c'est des exemples très intéressants.
Et c'est sûr qu'il faudrait un investissement massif de manière dans l'éducation à la défense civile non violente, qui est aujourd'hui pas du tout d'actualité, euh, malheureusement. Mais bon, c'est bien quand même de continuer à le théoriser et à préparer le terrain, hein. Donc voilà. Est-ce que du coup, tu veux répondre à la demande d'Étienne Godineau et parler de ton livre qui va sortir prochainement? Oui, alors merci Étienne de me donner cette occasion. Alors j'ai travaillé pendant plusieurs années sur l'histoire du mot et de l'idée de non-violence. J'ai voulu essayer de creuser un petit peu la question de l'origine du mot, du concept de non-violence dans l'histoire. Et donc, j'ai réalisé donc ce travail sur plusieurs années, qui va être donc publié normalement par l'éditeur Chronique Sociale au printemps prochain. Le titre provisoire, c'est le paradigme de la non-violence, itinéraire historique, sémantique et lexicologique. Et donc, l'idée de ce travail, c'est de montrer que le concept de non-violence, d'abord, a eu des antécédents, a eu des prédécesseurs. Donc, je présente effectivement la préhistoire du mot non-violence. Et ensuite, dans ce livre, je raconte un peu dans quelles circonstances Gandhi a créé en anglais le mot non-violence en traduisant ahimsa, qui est un mot sanskrit, donc on trouve dans la littérature jaïniste, bouddhiste, hindouiste, et qui signifie le respect absolu en pensée, en parole et en action de toute forme de vie. Mais Gandhi fera évoluer la signification première de l'ahimsa en un concept qui est un concept aussi dirigé vers l'action non violente. Et donc, à partir de là, j'essaye d'exposer toutes les significations de la non-violence dans toutes ses dimensions, en donnant la parole à de nombreux acteurs, de nombreux penseurs. Je raconte aussi, plus spécifiquement, je fais un focus sur la France pour montrer comment l'idée de non-violence est née en France, quels sont les mouvements, quels sont les penseurs, les acteurs, ce qu'ils en ont dit, ce qui permet de construire progressivement une grille de lecture de la non-violence. Je propose une définition à l'issue de tout ce travail. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je propose une définition à vocation universelle de la non-violence en ayant à l'idée qu'on a toujours des difficultés à expliquer en quelques mots ce qu'est la non-violence. Alors, bon, je fais cette tentative dans cet ouvrage. Ensuite, je décline aussi, je montre toutes les déclinaisons lexicales de la non-violence sur un plan plus contemporain. Donc, l'action non violente, la désobéissance civile, la résistance civile, la défense civile non violente, l'intervention civile. Et ensuite, j'élargis un peu le focus, en quelque sorte, sur l'aspect plus politique de la non-violence, en montrant qu'il y a de nombreux courants du côté de l'anarchisme, du socialisme, notamment, qui ont réfléchi aussi et développé des idées extrêmement pertinentes sur la non-violence politique. Donc voilà, ça fait un ouvrage, ça fait une recherche, une réflexion assez dense. Et alors, il y a quand même des petites surprises dans cet ouvrage, puisque j'ai découvert que finalement, alors certes, Gandhi traduit Ahimsa par non-violence en 1919, mais en fait, le mot non-violence, alors là, c'est vraiment le scoop que je vous donne pour les 21 heures. Le mot non-violence existe en langue française depuis 1855. Il existe en langue française depuis 1855 parce qu'il a été d'abord utilisé dans des ouvrages de droit, notamment, alors ça c'est un peu long à expliquer, mais bon, c'est en rapport avec l'idée de paisibilité pour revendiquer le titre de propriétaire. Aujourd'hui, je crois que ça s'appelle l'usucapion. On retrouve cette notion de non-violence dans l'usucapion
pour pouvoir détenir le titre de propriétaire quand on ne l'est pas au départ. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais toujours est-il que dans les ouvrages de droit, on a le mot non-violence en français dès le milieu du 19e siècle, écrit avec un tiret, je précise, parce que ça aussi, ça fait partie des choses que j'explique dans mon ouvrage, puisqu'il y a différentes façons d'écrire le mot non-violence. Ouais. Les anglo-saxons, ils l'écrivent en un seul mot. D'autres mettent un tiret. Bon, nous, on met un tiret parce qu'on considère que c'est un concept en soi, que ce n'est pas simplement un refus de la violence, mais qu'il y a bien d'autres aspects dans non-violence. Et donc, le mot existe en français et pas en anglais dès le milieu du 19e siècle. Voilà. Et il a été utilisé bien avant Gandhi dans des cercles très militants, anarchistes, pacifistes, socialistes, dans un sens très proche de celui que l'on donne aujourd'hui. Et donc, j'ai exhumé les textes de revues ou de journaux très anciens avec donc ce mot de non-violence. Et je les présente donc dans cet ouvrage qui devrait sortir donc au printemps. Eh ben, merci pour cette exclusivité. C'est vrai que je ne pensais pas qu'il y avait ce mot depuis les années 1800. Même si je n'ai pas compris toute la partie sur l'usupion et tout ça. Mais l'usucapion. Mais j'irai lire ça quand ça sera sorti au printemps. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question, je le dis à Laura, ça peut être intéressé d'autres personnes qui redemandait le nom du livre concernant les formes de résistance civile que tu avais cité. Donc, c'était le livre Sans armes face à Hitler de Jacques Semelin. Voilà, le sous-titre, c'est La résistance civile en Europe, 1939-1943. C'est un livre qui est sorti en 1989, mais qui a été réédité depuis et qui est toujours disponible. Et Jacques Semelin a écrit bien d'autres ouvrages sur la résistance civile depuis, et il continue d'ailleurs toujours à travailler sur ces questions-là. Ouais, voilà. Donc, il y avait le lien, on a mis le lien pour le podcast que vous pouvez écouter en exclusivité ce week-end, parce qu'il ne sortira que lundi pour le commun des mortels. Mais voilà, donc si vous voulez, il y a le lien dans le chat aussi. Et sinon, dans le cadre de toutes ces réflexions que tu as eues sur la non-violence et qui t'amènent aussi à ce livre, tu as aussi réfléchi sur la radicalité de la non-violence face à la violence, puisque c'est vrai qu'il y a un peu dernièrement, il y avait eu notamment une vague de critiques sur la non-violence qui ne serait pas efficace ou radicale ou assez. Est-ce que tu peux du coup en parler un peu, cette radicalité de la non-violence face à la violence? Je crois que la question d'abord, c'est de savoir, ou c'est de montrer en quoi la violence n'est pas radicale. Parce que quand on entend radicalité, on comprend quelque part agir par la violence. Ça a l'air d'aller de soi qu'à partir du moment où on agit de façon violente, on est quelque part radical. Alors moi, je m'inscris en faux contre cette présentation, cette façon de voir. Je crois que la violence n'a absolument rien de radical pour la simple raison que la violence telle qu'on la voit parfois dans certaines manifestations, c'est une façon d'exprimer une colère, une rage, mais c'est tout. Une fois que la manifestation est terminée, que la violence s'est exprimée, a détruit ce qu'elle voulait bien détruire ou a violenté les forces qui étaient en face, je pense qu'il ne reste rien. Donc la violence ne construit rien. Et donc n'a rien de radical parce qu'elle s'attaque finalement à des symboles du pouvoir, à des symboles de l'injustice même parfois, mais en aucun cas elle s'attaque aux racines de l'injustice, à ce qui fait que l'injustice perdure. Et c'est là où, à partir du moment où on comprend ça, on va regarder du côté de la non-violence, puisque nous disons que la radicalité, la vraie radicalité, elle est du côté de la non-violence.
Et je le pense profondément parce que précisément la non-violence s'attaque aux racines de l'injustice. Elle s'attaque aux racines des pouvoirs qui instituent l'injustice. Ce qui fonde le pouvoir et l'injustice, c'est la résignation, la soumission, l'obéissance. Et à partir du moment où il y a un mouvement non violent de désobéissance qui ne permet plus au pouvoir eh bien d'asseoir son autorité, mais je pense qu'on s'attaque très précisément au fondement de l'injustice. Donc la désobéissance civile dont on a pas mal parlé depuis 3 jours, je pense que c'est réellement une action radicale, mais radicale et non violente. Radicale parce qu'elle s'attaque véritablement à la racine de l'injustice. Elle fait en sorte que les citoyens se mobilisent en masse, si possible, en désobéissant à une loi injuste. Et je crois que c'est ce que redoute le plus le pouvoir. Le pouvoir ne redoute absolument pas les manifestations de violence. Il est préparé à cela. Et donc, il sait comment réprimer par la violence les actions violentes. Et je dirais même que par rapport à la désobéissance civile et par rapport à l'action non violente, son objectif, c'est de faire basculer le mouvement non violent dans la violence. Donc la violence, c'est un piège, mais c'est un piège qui est tendu par l'État. C'est une façon pour l'État de reprendre la main parce que bien souvent, il peut être déstabilisé par un mouvement important qui agit par la non-violence, par la désobéissance civile. Et donc, la seule façon pour lui de justifier d'abord sa répression, c'est de dire que ce mouvement est un mouvement délinquant, un mouvement violent, et parfois de provoquer lui-même cette violence, de la faire émerger, de façon à pouvoir mieux justifier auprès de l'opinion publique ses propres forces de répression. Et donc, c'est là où la non-violence reste radicale, c'est que si on est en capacité de maintenir le cap de la non-violence malgré la répression, on montre toute la détermination, toute la solidité du mouvement. C'est pour ça que la non-violence s'inscrit généralement dans la durée. D'ailleurs, dans mon livre dont on parlait tout à l'heure, je montre qu'un des premiers mots pour exprimer la non-violence, ça a été le mot de patience, la patience. Donc, il faudrait resituer le contexte, hein, là on est au niveau de l'Antiquité, mais l'impatience est bien synonyme de violence. Et la violence est synonyme d'impatience. On croit pouvoir obtenir très vite beaucoup, et en réalité, sur le long terme, on perd beaucoup, et la non-violence, dans la durée, est plus en capacité de gagner et de déconstruire les forces de la violence, les forces de l'État, les forces de l'injustice. Nous avons déjà beaucoup d'exemples qui l'attestent. Et ça, c'est particulièrement justement une force de la non-violence parce que souvent, quand on est dans des luttes, on a justement, comme tu dis, ces sentiments d'impatience, ce sentiment d'urgence et ça demande quand même une capacité de retenue, de se dire, au lieu d'agir à l'instinct de manière violente parce que je réponds à cette urgence que je ressens, et c'est notamment vrai dans le cas du mouvement climat où souvent on part reprocher aux méthodes non violentes de ne pas agir assez vite. Mais en fait, justement, ça a été montré qu'on obtient des meilleures victoires en planifiant et c'est sûr que ça prend plus de temps, mais au final, on arrive à une vraie victoire alors qu'avec la violence, on n'arrive à rien. Mais c'est vrai que ça demande vraiment une retenue et une réflexion Je cherchais un texte qui pouvait exprimer un peu cette radicalité de la non-violence et tout en montrant l'incapacité de la violence justement à pouvoir gagner. C'est un texte de Gandhi. Alors si on a une minute, je peux lire ce texte qui Oui, vas-y. Voilà, donc Gandhi dit tout mouvement qui se respecte
passe par 5 phases. L'indifférence, la raillerie, les injures, la répression et l'estime. Nous avons connu l'indifférence pendant quelques mois, c'est-à-dire qu'au début, le mouvement non violent ne suscite aucune réaction. Puis le vice-roi s'est aimablement moqué de nous. Bon, au bout d'un moment, on finit par se moquer de ce mouvement parce qu'on n'a pas l'impression que c'est véritablement quelque chose d'important ou de politique. On vit ensuite à l'ordre du jour se succéder injures et rapports mensongers. Donc là, on commence à comprendre que ce mouvement est important, qu'il risque de déstabiliser. Donc on l'injurie, on l'accuse de mensonges. Les gouverneurs des provinces et la presse hostile à la non-coopération ont fait de leur mieux pour abreuver d'injures notre mouvement. Nous en sommes pour l'instant à la répression qui, jusqu'à présent, est à un stade encore assez modéré. Tout mouvement qui survit à la répression, modéré ou cruel, commande invariablement le respect, ce qui est synonyme de succès. Si nous sommes fidèles, cette répression peut être considérée comme le signe précurseur de la victoire. Mais si nous sommes fidèles, il ne faudra jamais nous laisser intimider, ni pousser par la colère, faire acte de vengeance et de violence. La violence est un suicide. Et je crois qu'aujourd'hui, cette parole de Gandhi, elle me semble vraiment très, très d'actualité parce que, d'abord, la chute, elle est remarquable. Dire que la violence est un suicide, c'est un suicide effectivement sur un plan personnel et on peut l'analyser dans beaucoup de situations. Commettre la violence, recourir à la violence a toujours des effets négatifs sur soi-même. Mais pour un mouvement, c'est la même chose. Un mouvement qui bascule dans la violence parce qu'il y a une répression très très forte, et souvent c'est l'argument de ceux qui justifient la violence, c'est l'État qui nous impose en quelque sorte le choix des armes. Non, c'est à partir du moment où la répression est là que la non-violence prend tout son sens. Parce que s'il s'agit d'être non-violent uniquement quand en face ça ne réagit pas ou ça réagit mollement, bon, mais l'État, les forces de l'injustice ne se laissent jamais faire, veulent garder leurs privilèges, leurs intérêts, et ils les défendront toujours par un surcroît de violence, y compris quand c'est un mouvement non violent. Donc un mouvement non violent se prépare, et c'est l'enjeu de toutes les formations qui sont organisées un petit peu partout dans les camps climat par Alternativa, dans les cas des formations à la désobéissance civile, c'est de se préparer à la répression. Ce n'est pas simplement d'agir par la non-violence, mais c'est aussi d'anticiper cette répression de façon à davantage l'encaisser, la juguler et la vaincre au final. L'enjeu, c'est quand même de vaincre la répression de l'État sans tomber dans le piège de la violence. Donc, c'est en ce sens-là que je pense que la non-violence est réellement radicale. Ouais, je pense que de toute manière, ici, si on est là, je pense que c'est qu'on est d'accord avec ça. Je trouve ça très intéressant, ton analyse de dire que la violence, c'est en fait avant tout un moyen de communication. Oui, un moyen d'expression, un moyen d'exprimer une colère. Donc, il faut évidemment entendre cette colère. On peut partager bien des choses avec des personnes qui, de bonne foi, pensent que par la violence, ils vont obtenir plus que par la non-violence. Donc, il y a une discussion à avoir, il y a un débat à avoir. Ce n'est pas toujours facile. Souvent, on parle, alors c'est venu depuis une dizaine d'années, de mélanger un peu les tactiques. On parle de diversité des tactiques. Je crois qu'à partir du moment où on parle de diversité des tactiques, déjà, on est dans un recul de la non-violence. Je crois qu'on ne peut pas mélanger sur un même terrain d'action, sur une même lutte, des actions violentes et des actions non violentes. L'action violente viendra toujours contrarier la dynamique de l'action non violente. Et donc, moi, je parle plutôt de la diversité des tactiques non violentes, parce que là, à partir du moment où on a fait le choix de la non-violence, la seule question qui reste, c'est quelle stratégie, quel objectif, quelle stratégie, quelle tactique, quelle méthode
Et là, on peut avoir effectivement des débats, et c'est important qu'il y ait des débats parce qu'une action non violente, c'est aussi une action démocratique. Donc, il n'y a pas un chef et puis les autres qui suivent. Donc, il y a aussi des discussions à avoir pour élaborer la meilleure stratégie possible, mais dans le cadre de l'option de la non-violence, qui, à mon avis, voilà, toute la question, c'est justement comment on va pouvoir tenir dans la durée, malgré la répression qui est inévitable, comment on va pouvoir tenir, se préparer pour encaisser et vaincre cette répression de l'État. Et je crois que c'est ça le véritable enjeu. Et cette répression, elle sera d'autant plus pas facile, entre guillemets, à juguler, que le mouvement sera massif. Et pour que le mouvement soit massif, il faut qu'il soit non violent. Ça sera toujours une minorité qui utiliseront la violence. Et cette minorité, elle finira par s'essouffler de toute façon, alors que dans la durée, le mouvement non violent a davantage de capacités, de ressources. Nous avons beaucoup d'exemples, évidemment, qui l'attestent. Oui, c'est vrai que moi, ça me fait penser quand tu disais que à la fois que le pouvoir en place n'avait pas peur de la violence et que même des fois, il la cherchait comme excuse et que la violence venait contaminer des fois les mouvements non violents. Je me souviens d'une marche climat où il y avait des milliers de personnes rassemblées, notamment à Paris, et où avec quelques individus qui avaient choisi la violence, avaient un peu donné une excuse aux forces de l'ordre pour réprimer globalement à coups de gaz lacrymogène, etc., la manifestation, qui n'avait pas pu avoir lieu. Et dans les médias, on n'avait parlé que que de l'action violente. Et ça avait complètement anéanti quelque part cette manifestation qui se voulait pourtant non violente. Et je pense au grand plaisir, effectivement, de l'État. Enfin, en tout cas, C'est pour ça que l'intérêt de l'État face à un mouvement non violent, c'est de tout faire pour le faire dégénérer en violence. Parce qu'à partir du moment où il dégénère en violence, ça lui permet de justifier sa propre violence, sa propre répression. C'est pour ça que il y a un livre qui est sorti, outre le fait qu'il est totalement outrancier sur la non-violence, dont le titre est « La non-violence protège l'État ». Non, c'est la violence qui protège l'État. L'État, c'est la violence. L'État est constitué de forces de violence. Il ne vit et il ne se défend que par la violence. Et donc, le pouvoir ne sera jamais au bout du fusil, surtout lorsque l'État a davantage de fusils que les citoyens. Ça, c'est pour parodier Saul Alinsky, un militant non violent connu américain. Voilà, donc la violence, effectivement, c'est l'intérêt de l'État. Face à un mouvement non violent, et on le voit partout dans le monde. Les Israéliens, qui ont très très peur des mouvements de désobéissance civile de la part des Palestiniens, des mouvements non violents, font tout pour faire en sorte que ce mouvement bascule systématiquement dans la violence pour justifier la répression. Bon, ils n'y arrivent pas toujours, mais il y a toujours de la répression de toute façon qui est là. Et donc, comment survivre à une répression cruelle, comme le disait Gandhi, c'est effectivement tout l'enjeu. Il ne faut pas dire que c'est facile, évidemment, hein, mais à partir du moment où on bascule dans la violence, ce mouvement a de fortes chances de s'éteindre très rapidement. ouais, merci. Et du coup, dans le chat, il y a des personnes qui demandaient si on pouvait mettre la version écrite du texte de Gandhi que tu citais. Je ne sais pas si tu as un lien Internet où on peut retrouver ce texte. Non, je peux vous dire qu'il est dans le livre Tous les hommes sont frères, à la page 253. Je ne sais pas si le texte existe, s'il est disponible sur Internet. Page 253 du livre Tous les hommes sont frères. D'accord. C'est un livre de qui? Alors, c'est Gandhi. D'accord. Gandhi, Tous les hommes sont frères. Il y a de multiples rééditions de cet ouvrage. Et, très bien. J'ai mis dans le chat pour celles et ceux qui étaient intéressés les références. Peut-être que ça vous permettra de le retrouver en ligne. Voilà.
Sinon, il y aura l'enregistrement et vous pourrez avoir la version audio avec Alain qui vous lit ce texte. D'accord. Quand on Et mettra si on peut terminer, puisqu'on a parlé de Jean-Marie Muller sur un court texte de Jean-Marie, Eh ben, très bien. c'est ce qu'il a dit en ouverture du Festival Camino en 2006 à Tournefeuille. On lui avait demandé d'introduire le festival par un court texte sur la non-violence. Et voici ce qu'il écrivait, ça me semble particulièrement encore d'actualité. L'humanité est malade de la violence. Celle-ci apporte chaque jour son lot de meurtres, de malheurs et de désespoir. Le moment n'est-il pas venu de prendre conscience que la violence est décidément incapable d'apporter des solutions humaines aux inévitables conflits humains qui constituent la trame de notre histoire? Nulle part la violence est la solution, partout elle est le problème. La violence peut apparaître comme une fatalité, mais c'est une fatalité tout entière faite de main d'homme. Aussi pouvons-nous, avec nos propres mains, déconstruire ensemble cette fatalité pour ouvrir l'avenir à une terre fraternelle. Il importe simplement que nous le voulions. Sagesse pratique, la non-violence nous offre à la fois une philosophie qui donne sens à notre existence et une stratégie qui apporte efficacité à notre action. Seule, en définitive, elle peut rompre le cycle des peurs, des ressentiments, des revanches et des vengeances et faire advenir la justice et la paix. Pendant les 3 jours de ce festival Camino, nous défricherons les chemins de non-violence à travers les décombres des vieilles idéologies ruinées et nous ferons luire la flamme fragile de l'espérance afin de faire reculer les ténèbres de la violence. De Jean-Marie Muller. Merci Alain pour cette belle lecture. Et merci pour ton intervention très intéressante. Merci Mathieu. Voilà, j'espère que ça aura donné envie à des personnes qui nous ont écoutés d'aller voir un peu toutes les belles brochures que vous aviez faites. Je pense que Merci Mathieu et merci à toute l'équipe de Non-Violence 21 pour le remarquable travail de promotion et de soutien à la non-violence à travers toutes les organisations qui en font partie. Merci. merci beaucoup à toi Alain.